Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir pour cette conférence OPC-UA. Donc, je me présente, Patrick Lambolet. Donc, je suis le président de OPC France et je ferai cette présentation avec Michel Condemine qui abordera une partie plus technique et qui est le pilote de la cellule expertise pour OPC France. Et donc, nous allons vous présenter un petit peu OPC Fondation. Donc, d'un point de vue, on va dire plutôt organisation, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'OPC Fondation? On entend beaucoup parler d'OPC Fondation, mais qu'est-ce qui est derrière tout ça? Donc, vous allez le voir. Au niveau international, comment ça se passe? Ce qu'on a créé depuis maintenant 2 ans au niveau français. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et ensuite, avec Michel, vous allez voir un peu plus. On ne va pas rentrer non plus dans tous les points techniques d'OPC, mais on va vous présenter un peu quelques caractéristiques, quelques points techniques et quelques évolutions aussi qui sont en cours ou qui sont déjà validées au niveau de la Fondation. Et ensuite, s'il nous reste un petit peu de temps, il y aura bien évidemment des questions. Alors, la Fondation OPC, dans un premier temps, vous voyez, c'est quelque chose qui est une organisation qui n'est plus toute jeune, donc, puisque ça a été créé en 1995. C'est mondial. Vous voyez qu'il y a aujourd'hui 820 membres actifs au niveau de cette fondation. Vous voyez un petit peu le ratio aussi, c'est toujours intéressant. Ça a été originé, on va dire, en Europe. Et il y a toujours 50% des membres qui sont en Europe, mais vous avez une répartition de 22% côté États-Unis, Amérique, et 22% côté Asie. Donc c'est vraiment une couverture mondiale et en croissance au niveau international. Point intéressant, ici on vous a mis les différentes entreprises qui sont au board, donc à la direction de la Fondation OPC. Et un élément intéressant est l'arrivée cette année d'Emerson, donc qui est nouveau au niveau du board et qui est aussi une volonté de la Fondation OPC d'élargir le plus possible le scope de ses activités et ne pas se focaliser que sur le manufacturier. Donc là, on couvre vraiment, c'est ce qui est marqué, on veut être agnostique, on veut vraiment couvrir un maximum de cas de figure, un maximum de domaines, donc que ce soit le manufacturier, le process ou également l'IT, puisque certains membres sont aussi au niveau de l'IT. Vous avez ici, on ne va pas s'éterniser pendant 2 heures, mais un petit aperçu de l'ensemble des logos des associations qui sont membres. Je vous ai mis également ici les initiatives locales, parce que le but, et vous allez le voir après, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'une des volontés aussi de la Fondation OPC a été de créer des antennes, on va dire, ou des hubs locaux dans certaines zones géographiques ou dans certains pays. Donc, ils ont commencé par tisser des liens avec les différentes initiatives comme l'Alliance Industrie du Futur, Industrie 4.0 en Allemagne, l'IIC aux États-Unis, mais aussi en Asie, au Japon, en Chine et en Corée. Et la volonté donc d'OPC Fondation, c'était de créer également des supports locaux, des communautés locales. Et c'est pour ça qu'on a créé OPC France, et vous allez le voir juste après. Donc il y a aujourd'hui 8 communautés. Je vous ai mis ici les différents hubs qui sont actifs aujourd'hui. Et le but est vraiment de mettre en contact l'ensemble des personnes voulant utiliser OPC-UA avec les experts, comme typiquement Michel qui est aujourd'hui avec nous, d'avoir une meilleure visibilité aussi pour des utilisateurs, des roadmaps qui sont proposés par la Fondation OPC, quelles sont les technologies qui vont arriver, etc. L'autre intérêt, c'est bien évidemment de pouvoir donner un accès plus simple et local. Donc, on enlève la barrière de la langue, on enlève pas mal de choses, même sur le tissu local, pour avoir accès aux compétences OPC Fondation. Des compagnons de spécification, Michel en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que ce sont ces approches objets et ces objets qui sont développés par OPC. Et derrière, le but, et c'est un de nos objectifs aussi en France, c'est quand il y a un besoin de créer ces fameuses compagnons de spécification. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup l'idée par quelques grosses associations. Et là, le but, c'est que chaque hub puisse, avec ses compétences,
identifier un besoin, créer ces companion specs et elles seront validées comme toutes les autres par la Fondation OPC. Donc là, on a vraiment une écoute et un accès direct à la Fondation OPC pour répondre à nos besoins et pour aussi faire évoluer certains sujets, certaines pratiques. Faciliter la certification et la collaboration, comme je vous l'ai dit, au niveau local avec les différents partenaires. Donc OPC France, ça a été créé en 2019 quand nous avons fait OPCD France. Donc le contrat a été signé, nous avons réalisé une gouvernance, donc j'ai le plaisir d'être le président. Ces hubs OPC France est animé par le GIMELEC, donc l'association professionnelle que vous connaissez sans doute. Et nous avons 4 différents leaders sur les parties marketing. La Fondation OPC se veut multi-protocole, multi-fournisseur, etc. On a voulu prendre un petit peu la même ligne d'un point de vue des membres du groupe. Donc vous avez des personnes qui appartiennent à différents milieux et domaines. Michel est responsable du pilotage de la partie technique. Et vous avez un point intéressant et que nous avons voulu vraiment mettre, c'est ici un pôle vraiment pour le pilotage des utilisateurs et vraiment de récolter les utilisateurs. Et c'est une personne donc de L'Oréal qui se charge de cette mission. Nous sommes aujourd'hui une trentaine de membres au niveau d'OPC France. Ici, vous avez, on en a des offreurs, mais pas uniquement. On a les experts, comme je vous l'ai dit, des utilisateurs prescripteurs et également des organisations professionnelles et institutionnelles. Donc on essaye de couvrir aussi un maximum les différents domaines pour capter, encore une fois, les besoins. Rapidement, les fondamentaux, et Michel y rentrera un petit peu plus dans le détail. OPC-UA, c'est une norme IEC, la 62541, et OPC-UA n'est pas un protocole. C'est beaucoup plus que ça. Ça couvre l'interopérabilité, la cybersécurité et également, je vous parlais des companion specs et des objets, donc la modélisation des différentes données. Donc l'interopérabilité, c'est l'objectif vraiment de pouvoir couvrir horizontalement et verticalement toute l'interopérabilité entre les différents équipements, ce que vous retrouvez rapidement sur ce petit dessin. Donc l'objectif vraiment avec OPC-UA est de couvrir du capteur, le contrôleur jusqu'au cloud, donc avec une interopérabilité maximum. Je te passe la parole, Michel. Messieurs, dames, bonjour. Un petit peu plus de technique. Je pourrais aller aussi loin que vous le souhaitez dans la session de questions-réponses. Je fais de l'OPC-UA depuis le début, depuis 2004, donc ça fait quelques années. Je suis en partie éditeur de la partie 6. Donc voilà, on pourra aller aussi loin que vous le souhaitez. Quelques éléments essentiels. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez ce qu'il y a dans ce slide. Tout d'abord, comme l'a dit Patrick, OPC-UA n'est pas un protocole de communication. C'est au moins des protocoles de communication qui dépendent du cas d'usage auquel vous êtes confronté. On ne va pas utiliser le même protocole pour faire une communication entre un SCADA, un MES ou un PLC. On va faire du client-serveur TCP. Pour faire de la communication entre deux contrôleurs, déterministes ou pas, où on va utiliser plutôt de l'UDP ou de l'UDP sur TSN, ou pour pousser les datas sur le cloud, on va plutôt utiliser MQTT ou AMQP. Quand je dis AMQP ou MQTT, c'est de l'OPC-UA. On ne va pas réinventer la roue dans certains cas d'usage. On a simplement une enveloppe. MQTT va constituer une enveloppe protocolaire et on a une charge utile spécifique définie dans la Fondation OPC, par la Fondation OPC qui va permettre à un subscriber, dans un contexte PubSub MQTT, de consommer la data mise à disposition par un publisher. Une nouvelle fonctionnalité récente, c'est-à-dire qui date de la 1.04, pour qui connaît la spec, qui est vraiment une évolution importante qui couvre de nombreux cas d'usage. Un autre aspect important sur OPC-UA, c'est la partie qui est en bas sur le slide. Il faut distinguer spécification et implémentation. Je veux dire par là que la spécification OPC définit beaucoup de choses. Elle est extrêmement riche, elle permet de faire beaucoup de choses. Ensuite, elle est implémentée par des sociétés qui vont implémenter tout ou partie de ce que permet de faire, de ce que décrit la spécification.
Donc on va retrouver une hétérogénéité des implémentations qui est extrêmement variée. Un serveur OPC-UA n'est pas égal à un serveur OPC-UA. Ça me permet de rebondir sur ce que indiquait Patrick tout à l'heure. La certification, les profils OPC-UA, c'est ce qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que fait mon produit OPC-UA, qu'est-ce qu'il implémente comme fonctionnalité, au-delà de a-t-il passé avec succès ou pas la certification. Et croyez-moi, la certification, elle est très difficile à obtenir. Donc, distinguer spec et implémentation. Enfin, on a sorti, elle est en release candidate pour les membres du Technical Advisory Council de la Fondation OPC, auquel j'appartiens. La version 1.05, c'est aujourd'hui 22 parties. Jusque-là, on avait 13 parties. C'est 63 Companion Specifications, encore une fois. Une Companion Specification, c'est une organisation des données métiers pour un métier particulier. Je reviendrai rapidement un peu plus loin dans cette présentation. Donc c'est 63 Companion Spec qui couvrent environ 7000 pages de documentation. On ne peut pas être expert dans toutes les Companion Specifications. Il y en a trop. Et même connaître la totalité des possibles offerts par OPC-UA, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Voilà, j'aime bien ce slide, je l'ai mis au point il y a de nombreuses années déjà, mais il vous donne une vision simple de ce qu'est OPC-UA. OPC-UA, c'est deux grandes facettes. D'un côté, la plomberie. La plomberie, c'est comment je fais pour transporter les données de manière sécurisée entre un producteur et un consommateur. Donc la plomberie OPC-UA, comme je l'ai indiqué à l'instant, c'est plusieurs facettes. C'est du TCP, c'est de l'UDP, c'est du TSN, c'est du WebSocket, c'est de l'HTTP, de l'HTTPS. On a plein de cordes à notre arc. Ce n'est pas un protocole, c'est plein d'encodages différents. On sait faire de l'OPC-UA encodé en XML, encodé en JSON, encodé en binaire. Il faut choisir ce qu'on veut faire avec OPC-UA en fonction de son besoin. Et d'un autre côté, on a tout ce qui est relatif à la modélisation. Les companion specs, comment j'organise les données, comment un modèle de données va tirer parti de la plomberie OPC-UA pour être transporté entre deux applications. Ça, c'est essentiel. Encore une fois, c'est une vision simple, mais très juste de ce que permet de faire la technologie OPC. Le modèle au milieu, la brique numérique, la companion spec, donc c'est un modèle numérique, c'est un fichier XML, très concrètement, c'est juste un fichier XML conforme à un schéma qui est décrit dans la spec partie 6, et une documentation pour expliquer à un utilisateur qu'est-ce que c'est que ces objets décrits dans le modèle numérique. Alors la spec aujourd'hui, c'est tout ça. Alors, on pourrait y passer quelques heures, mais ça décrit la totalité, ça présente la totalité des possibles dans le transport et dans les expositions fonctionnelles. Donc vous avez en bas à gauche, je n'ai pas de pointeur, c'est dommage, mais en bas à gauche, vous avez tout ce qui est relatif à la couche protocolaire. Donc UA Binary, JSON, UASC. Pour ceux qui prennent des photos, passez-moi un petit mail, je vous donne le support, c'est pas de problème. Donc UATCP, WebSocket, HTTPS, binaire, etc. Tout vraiment la partie protocolaire. Au-dessus, on a les deux grands paradigmes technologiques dont on dispose dans OPC-UA. Le client-serveur, avec décrit dans des services abstraits dans la partie 4. C'est important de comprendre que la partie 4 décrit des services abstraits. On ne dit pas comment il faut implémenter, on dit juste qu'est-ce qu'ils font ces services. Comment c'est implémenté, c'est décrit dans la partie 6, encore une fois. Et puis l'autre paradigme technologique, c'est le PubSub. Alors le PubSub OPC-UA, ce n'est pas juste du PubSub sur le cloud, c'est aussi du PubSub machine-to-machine déterministe en TSN. Ça reste du PubSub selon la terminologie OPC-UA. Il faut bien saisir cette subtilité dans OPC-UA. Si on remonte, on retrouve le métamodèle. Donc si on peut créer des modèles de données, des companion spécifications et organiser la donnée selon un savoir-faire métier, c'est parce qu'on a un métamodèle dans OPC-UA. Notre métamodèle, voyez ça comme un langage composé de quelques mots et d'une grammaire qui va permettre de décrire des modèles. Des mots, il n'y en a pas énormément. Il y a 8 mots pour décrire, pour raconter une histoire. Une companion spec, c'est une histoire métier, une façon d'organiser les données, d'écrire une unité, une sémantique, etc. Donc le métamodèle, c'est un des éléments, c'est un des piliers de la technologie, de la spécification OPC-UA. Donc partie 6, en jaune sur le support, le mapping technologique. J'ai décrit des services abstraits, je veux les faire correspondre à une technologie concrète, en binaire, en web service ou autre. Ensuite, tout en haut, on retrouve les modèles disponibles.
Donc dans les grands modèles disponibles, vous avez DI, donc description d'une sorte de device générique. Donc tout, si vous concevez un device, vous voulez OPC-UAiser, si j'ose dire, un device existant, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inspirer des objets décrits dans OPC-UA for Device. Je ne vais peut-être pas préciser, mais c'est extrêmement important. OPC-UA est complètement orienté objet sur sa modélisation. Donc on va hériter d'objets existants décrits dans certaines parts. Soit on part de la partie OPC-UA for Device, DI, soit on part d'objets décrits dans la partie 5. Et là, on va partir d'objets base, très haut niveau, et on va hériter nos propres objets. On va ajouter des attributs, enfin en faire d'héritage relativement classique. On a les parties au centre 8, 9, 10, 11, qui sont les parties dédiées à l'automation. 8, Data Access, 9, Alarme et conditions, 10, Programme, 11, Historical Access. Donc on gère les fonctionnalités d'alarme, d'archivage, de programme, etc. Vraiment sur la partie cœur de métier. Il ne faut jamais oublier que OPC, la fondation OPC, vient des systèmes automatisés. On était là à la base pour piloter des usines. C'est le cœur de métier quand même. Au-dessus, on retrouve quelques modèles qui ont été une des companion specs qui ont été réalisées par la fondation OPC. Alors il y en a 63, donc vous imaginez sur ce slide, je suis loin du compte. Juste, je cite robotique, vision, 61850 pour les sous-stations électriques, ISA 95 pour les, on va dire, MES au sens large, PLC Open, 61131-3, etc. Il y en a tout un tas. Ce n'est pas parce qu'elles existent qu'elles seront utilisées dans tous les serveurs auxquels vous allez rencontrer. N'oubliez pas ça. Et enfin, vous pouvez créer votre modèle. Si vous avez un métier particulier qui n'est pas couvert ou si la companion spec qui est présentée, qui est utilisée, ne correspond pas à votre besoin, vous pouvez toujours l'étendre. Il n'y a aucun problème, ça ne rompt en rien l'interopérabilité. Ça reste totalement fonctionnel. Ça, c'est ce qui est au centre, on va dire, c'est de l'OPC-UA 1.0.4. La 1.0.5, comme je le disais tout à l'heure, est en phase release candidate. Donc les grandes nouveautés, c'est deux nouvelles parts. On a sorti des fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans la 1.0.4, mais une grosse nouveauté, c'est la partie 15 qui traite de la safety, donc de la sécurité fonctionnelle, que j'aborderai un petit peu plus loin. Ensuite, des fonctions state machine, alias et dictionnaire référence et file transfer existaient déjà. On les a simplement sortis pour qu'elles soient plus claires et plus facilement manipulables. On les a amendées et clarifiées parce que c'est une spec. Si vous prenez la spec, vous essayez concrètement de l'implémenter. Moi, je dirige un projet open source qui s'appelle OpenOPC-UA, donc j'ai implémenté OPC-UA from scratch. Forcément, des fois, il y a des trous dans la raquette. Et les trous dans la raquette, c'est des nouvelles versions, des correctifs, des évolutions. On est en version 1.0.5 aujourd'hui. Les trous dans la raquette sur les fonctionnalités de base sont rarissimes. Donc là, 1.0.5, c'est tout ça, 22 parts différentes. Vous aurez le support, vous jetterez un œil, il y a beaucoup d'aspects. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, on n'aurait pas le temps. Sur le PubSub, on a un MQTT V5 pour qui s'intéresse à MQTT qui est intégré dans la description de la spec OPC-UA partie 14. Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez attendre d'OPC-UA? Ça, c'est un aspect important. Vous pouvez attendre des échanges sécurisés. Alors, c'est chiffrement du tuyau, on entend là par sécurité, mais ce n'est pas juste chiffrement du tuyau. C'est aussi identification des utilisateurs, reconnaissance des utilisateurs, différents modes d'identification d'un utilisateur. On veut savoir qui fait quoi et on chiffre tous les échanges entre une application productrice et consommatrice de l'information. Client-serveur ou PubSub, un publisher qui envoie de la data à un subscriber, qui en sont entre guillemets tous des clients. C'est une solution adaptable, c'est multiplateforme, c'est totalement indépendant de quelque technologie que ce soit. Vous pouvez faire de l'OPC-UA en Python, en Go, en C, en C#, en Node.js. Il y a des implémentations open source disponibles, il y a des SDK disponibles. À partir du moment où vous avez un langage qui vous permet de manipuler des sockets, vous pouvez faire de l'OPC-UA. Maintenant, partir from scratch, il faut compter 10 années-hommes, c'est du travail. Topologie variée, ça tourne dans des microcontrôleurs, ça tourne dans des gros data centers, c'est pas le problème, il suffit de définir un profil qui correspond à votre besoin. Plus vous avez des besoins importants, plus vous voulez gérer un nombre de connexions important, plus ça va manger de ressources. Donc forcément, vous n'allez pas mettre dans une toute petite CPU avec quelques kilos de RAM autant de possibilités que dans un gros data center OPC-UA. Et enfin, c'est multidomaine.
On utilise OPC-UA dans l'énergie, dans le process continu, dans tout un tas de domaines, manufacturiers ou pas. Et enfin, vous pouvez attendre des capacités de modélisation des données que j'ai déjà un petit peu évoquées, où on va avoir tout ce qui traite de la sémantique, la structuration selon des exigences métiers ou selon un savoir-faire métier. Donc, il s'est passé quelque chose d'important dans l'histoire d'OPC, c'est l'apparition d'une sorte de fondation dans la fondation. C'est un groupe qui a eu des ambitions plus importantes pour étendre OPC-UA à de répondre à de nouveaux besoins. Cette initiative, elle s'appelle FLC, Fieldbus Communication. Donc, elle a été lancée en novembre 2018, donc c'est pas très vieux, sachant qu'on a perdu un peu de temps avec le Covid, comme vous vous en doutez. La première publication s'appelle EFIX. C'est des extensions pour OPC-UA pour couvrir de nouveaux besoins. Donc, le besoin numéro 1, c'est faire du déterminisme, maîtriser le temps en OPC-UA. On était basé TCP jusque-là. En TCP, c'est pas déterministe. Là, on a des solutions, on essaye d'adresser, de mettre au point, en se basant bien sûr sur TSN, des solutions qui permettent de répondre à des échanges déterministes. Donc, les domaines ciblés, contrôle d'axe, sécurité fonctionnelle et déterminisme en général, avec, j'ai cité en bas, les specs qui sont release, release candidate, mais qui sont disponibles. On peut y accéder, on peut commencer à implémenter, si on le souhaite, from scratch, ces différents documents. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure sur les domaines, donc ce qu'on souhaitait étendre avec OPC-UA. Donc on veut faire du contrôleur to contrôleur et du contrôleur to device. Donc pour sécurité, déterminisme, I/O, mouvement, capteur. On veut faire descendre OPC-UA sur le brownfield et tout ce que ça tire avec, si vous voulez, si je vous le fais en cours. Donc les livrables, là, vous voyez, on est septembre 2021. Donc les parties 80, 81, 82, 83, 84, que je n'ai pas cité dans la 1.05, puisque c'est un travail qui se fait en parallèle. Elles sont en ce moment soumises à l'examen des membres du Technical Advisory Council qui va voter, émettre des commentaires pour une release probablement fin d'année ou début 2022. Voilà, donc la RC2 qui sortira donc juste après, donc elle s'occupe des profils fonctionnels des applications FLC. La safety, la safety, elle est, on va dire, presque bouclée. La sécurité, le TSN, on va dire, on dit des fois que l'encre n'est pas sèche sur TSN, donc forcément, il y a des contributions fondation OPC à l'I3E. TSN, c'est l'I3E qui manage ça. Et la Fondation OPC travaille avec l'I3E pour... la Fondation n'est pas le leader sur le projet TSN, mais apporte un certain nombre de contributions de par les besoins rencontrés lors des travaux Fondation OPC. Et puis, un prototype a déjà été réalisé, plusieurs prototypes dans le monde, mais la Fondation OPC en a fait un en tout cas, et ces différents prototypes sont mis à disposition de la communauté. Aujourd'hui, oui, il sera présenté à Nuremberg. Alors, pas se voiler la face, il n'y a pas de produit au catalogue aujourd'hui, c'est de la Fondation OPC, c'est un centre de R&D en informatique industrielle. Je vous invite tous à rejoindre la Fondation OPC ou au moins notre hub et accéder à toutes ces informations, tous ces feedbacks et à tous ces prototypes. Alors un petit slide, un petit mot sur la safety. Donc safety, PCUA pour la sécurité fonctionnelle, c'est l'objectif. Évidemment, on avait de la sécurité chiffrement, mais là, sécurité fonctionnelle. Donc on avait déjà sorti une version dans la version 1.04. Pour la petite histoire, la 1.04 date de janvier 2018. Donc dans la 1.04, on faisait de la communication contrôleur to contrôleur, uniquement client-serveur. Donc chaque contrôleur était serveur et client. Et pas de communication déterministe. La version qui est aujourd'hui terminée mais non publiée, qui est en release candidate, elle adresse donc la partie 15.1.05, elle adresse le client-serveur, comme la précédente, plus le pub-sub, et qui répond aux exigences OPC, OPC-UA FX. Et donc les travaux futurs, c'est la communication controller to device, avec l'intégration TSN déterministe. En gros, c'est ce qu'on a en version 1.05, mais déterministe.
Donc la fondation a passé commande à une société, donc il y a 31 membres hein, qui font partie de l'initiative FLC, donc qui ont cotisé pour participer à ce projet et a commandé à l'IFAC le développement d'une stack au PCUA, enfin FLC, pour la fondation, donc confinancée par les 31 membres. Bon, je n'ai pas mis de slide, c'est vrai, j'aurais pu mettre un petit slide sur la liste, mais les grands acteurs du domaine sont présents. Je ne vais pas en lister un, sinon je vais en oublier un, il y en a 31, donc ce n'est pas forcément nécessaire. Alors les CS, en quelques mots. Ouais. Allez, je fais vite. Ouais, je fais vite pour ça, comme ça on prend des questions. Donc les CS, c'est une companion spec, c'est un modèle de données, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fichier, une documentation. C'est mis au point par des experts. C'est utilisé par un utilisateur final. Pour créer une companion spec, il faut créer un groupe de travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans le cadre de la fondation. Vous pouvez le faire dans votre société. Il suffit d'avoir compris la méthode, en fait, comment on fait. Le groupement des sociétés actives, là je cite surtout la 5G ACIA. La Fondation travaille évidemment sur la 5G, pour savoir comment l'intégrer dans OPCUA. Il y a une collaboration DIN pour intégrer les normes DIN dans OPCUA. Je fais vite. Hein. Et puis le SESMI, une initiative californienne pour faire de l'échange de données. Enfin, voilà, je pourrais vous en parler plus si vous avez des questions. Sachez que parmi les gros membres sur tout ce qui est cloud-based, on a membres de la Fondation OPC, AWS, Microsoft et Google Services qui sont membres de la Fondation, qui travaillent à la découverte de companion spec, la découverte de data model sur le web, en fait. Il y a une spec qui a été publiée qui s'appelle la Cloud Library, qui est disponible. Voilà, des questions ? Parfait. Ah, il y a un micro pour les... Il y a un micro arrive. C'est mieux comme ça, je positionne nulle part. Deux questions, l'une sur FLC, sur quelle couche réseau en fait ça va reposer? Est-ce que ce sera sur IP, Ethernet ou autre chose? Et ma deuxième question sera sur vous avez beaucoup mentionné le chiffrement, ma compréhension. Alors pardon, je suis Patrice Bock, je suis consultant indépendant en sécurité sur les réseaux industriels. Donc on imagine surtout qu'OPCUA sera utilisé pour ses capacités d'intégrité, donc de signature et d'authentification. Par contre, on voit évidemment, sauf exception, peu d'applications du chiffrement. Donc première question, couche FLC réseau. FLC TSN pour le déterminisme, sachant que ce n'est pas forcément déterministe. Hein. Si ça ne l'est pas, Ethernet, UDP, avec un encodage binaire assez classique, mais ça n'est pas déterministe. Et si on veut du déterminisme, il faut TSN, mais TSN, il ne faut pas que TSN. Il faut un noyau temps réel, il faut des switches TSN, des cartes, il faut des stacks TSN dans les PC qui embarquent les cartes réseau, etc. Il faut toute une infra hard pour pouvoir faire du déterminisme au PCUA. Mais on peut faire du FLC, enfin, on peut être dans l'initiative fixe FLC sans être forcément déterministe. Hein. Communication contrôleur to contrôleur non déterministe, ça peut avoir du sens. C'est un cas d'usage, et il y a aussi le cas d'usage déterministe qui existe aussi. Oui, bon, par exemple, Profinet, on considère que c'est déterministe, on a la milliseconde, ça fonctionne très bien. Et on oui, Profinet IRT, oui, l'idée là, c'est d'aller sur ces marchés-là. Profinet IRT, PowerLink, Ethercat, CIP, etc. La cible, c'est ça, enfin, la cible. Fonctionnellement, c'est ça la cible. Après, moi, je veux pas parler politique maintenant. On pourrait, mais c'est pas le sujet. Donc sur le chiffrement, par contre, l'essentiel des affaires, alors la réponse pourrait être assez longue, mais si je vous la fais courte, les affaires de process, pas quand on installe une affaire et qu'on est en phase de test, mais quand on est en phase de déploiement et que ça tourne réellement, c'est toujours chiffré. On interdit, entre guillemets, de faire des échanges entre un client et un serveur non chiffrés. Donc là, on a plein de Cypher Suite, enfin plein. La plus utilisée aujourd'hui, recommandée, c'est Basic 256, SHA 256. On a deux SHA-1, mais on n'interdit pas, mais on dit SHA-1, essayez d'éviter. Et puis ensuite, on a des AES, des courbes elliptiques de cryptage, enfin différentes Cypher Suite de chiffrement strong, en théorie, non craqué jusqu'à aujourd'hui. En fait, dès qu'on a un cas de craquage, on la bannit pas, mais on considère qu'elle est elle peut être contournée, ou on peut piquer de la data, etc. La sécurité au PCUA, c'est pas juste
C'est une PKI avec des certificats X509 V3. Hein. On n'a pas réinventé la roue. Le serveur et le client ont tous les deux un certificat X509 V3 conforme à l'une des cipher suites qui va bien, issue de la norme PKCS1. Le client, il chiffre, il envoie son message, il chiffre. Enfin, c'est super classique, si vous voulez. Pardon, mais mon point, alors je m'arrête après ça, je promets. Mon point, c'est le peu d'intérêt du chiffrement sur les réseaux industriels. On est intéressé. Alors, oui, si on s'arrête juste à ce que vous avez dit là, historiquement, les réseaux industriels, on n'a jamais fait de chiffrement jusqu'à OPC-UA. Modbus, S7, tout ça, là, ça chiffre pas, ça fait pas. OPC-UA, ça fait, d'où l'intérêt. Quand on a commencé à promouvoir OPC-UA, si vous voulez, en 2008, hein, donc ça fait déjà quelques années, notre argument numéro 1, c'était le chiffrement. Parce que dans le monde indus, on n'avait pas de solution chiffrée. Hein, les protocoles de terrain basés Ethernet ne chiffraient pas leurs échanges. Et nous, on proposait un truc qui permettait de réduire la surface d'exposition. On mettait un serveur OPC-UA, on intégrait du legacy derrière, genre un vieux Modbus, un vieux PLC qui cause Modbus qui n'est pas du tout chiffré, qui n'est pas du tout sécurisé. Ça n'a jamais été conçu pour faire ça. Et hop, on met un serveur OPC-UA et entre le client, mettons un MES ou un SCADA, et le serveur, c'est un wrapper, hein, on est clair, c'est une gateway, mais le lien entre le client, mettons donc le SCADA et le serveur, lui était chiffré avec la cipher suite qui va bien en fonction de la politique de sécurité du client. Si on peut échanger un peu après la session, mais d'accord pour le chiffrement, mais pour la partie intégrité, c'est-à-dire signature. Par contre, chiffré au sens que l'interception ne permet pas de voir le contenu des données, a priori, n'a pas d'intérêt sur réseau industriel. Au contraire, ça empêche de surveiller ce qui se passe par des sondes de surveillance. Par contre, la signature, l'intégrité, c'est-à-dire si on change un bit, un man in the middle n'est plus possible, oui, bien sûr. C'est ça mon point, mais on pourra peut-être pas en parler après. Oui, enfin, c'est un débat par entière. Ça n'a pas de sens. Si ça a du sens, parce que de plus en plus les réseaux industriels, même au sein d'une entreprise, même au sein d'une usine, sont mélangés. Il y a plus, si vous voulez, l'époque où on avait un réseau indus pur et un réseau bureautique pur, pour simplifier, est un peu révolu. Voilà. Et du coup, la data process monte sur le réseau bureautique. Donc on la chiffre parce qu'un consultant extérieur, une boîte extérieure peut arriver, plugger sa clé, piquer de la data. Donc on chiffre pour ça. Je ne sais pas si on a le temps, il y avait une autre question. Non, on nous dit qu'on la prendra juste après, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention, vos questions. Merci Michel aussi pour tous les renseignements techniques. Merci. Et n'hésitez pas, hein, vous pouvez venir, on est sur le salon 1C44. Merci.